Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans le cadre de Débat court. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous et surtout partagez, c'est très important. Je reçois à nouveau nos intervenants. Benoît Maisonneuve, bonjour. Bonjour. Alors Benoît Maisonneuve, père de famille, fondateur d'école hors contrat. Tu es ancien chef de cabinet de député. Le communautarisme, ça a dû certainement être des sujets abordés. Ça nous a beaucoup occupés, oui. Bien. Nous avons aussi le père Pierre Macheneau, vicaire épiscopal et curé de paroisse sur le Val d'Oise, président d'une fédération du patronage rassemblant 3000 jeunes. Bonjour Albéric. Ça va bien? Très bien. Bon, super. Vous aussi, j'espère. Oui, toujours. Monsieur Bouaoud, imam sur Noisy-le-Grand, père de famille d'élèves du cours des Frères Montgolfier. Très heureux de vous avoir aujourd'hui. Alors, vous avez aussi été ancien directeur de l'enseignement religieux dans la communauté musulmane, mais vous continuez à enseigner actuellement. Tout à fait. Ouais. Et puis nous avons la grande joie de recevoir le pasteur Fleming, Église protestante unie de France, professeur. Au centre d'études œcuméniques. Voilà, sur Strasbourg. Sur Strasbourg. Combien de temps? Pendant 6 ans. Ah oui, quand même. Donc une belle aventure. Oui. Alors nous allons aborder la question du communautarisme. Je prends quelques notes parce que j'ai tiré quelques articles de journaux, notamment sur Ouest France, puisque je suis breton, pour moi c'est un journal très important. Alors le communautarisme des dérives à l'école inquiète les services de renseignement, figurez-vous. Les services de renseignement s'inquiètent en effet des dérives jugées communautaires au sein de certains établissements scolaires français, selon une note confidentielle d'une station de radio qui est Europe 1. Et si le nombre de dérives reste stable, les enseignants font face à des problématiques d'un tout nouveau genre, liées notamment à la nourriture ou au contenu des cours. Vous allez en ramasser plein votre grade, mon cher monsieur Bouaoud. Et puis, pour tenter d'aider les enseignants à gérer cette situation parfois délicate, l'Éducation nationale a mis en place une plateforme dédiée à l'échange. Les professeurs peuvent ainsi donc recevoir une réponse ou un soutien dans les 24 heures. Je ne vais pas reprendre la triste affaire de Samuel Paty, mais je considère que cette plateforme n'a pas été d'une très grande utilité alors qu'elle avait été contactée à l'époque. Le Figaro, lui, en la parole de Laurence de Charette, il y a plus de 15 ans, Jean-Pierre Aubin rédigeait avec un petit groupe d'inspecteurs généraux majoritairement de gauche un rapport alarmant sur ce que l'on appelait pas encore le communautarisme à l'école. Régression de la condition féminine poussée dans l'antisémitisme, sentiment d'appartenance à une nation musulmane, opposée à la nation française. Et en face, premier renoncement des chefs d'établissement. Tout y figurait déjà. C'est lourd, hein, c'est lourd. Moi, je vais vous donner ma petite expérience. J'étais très frappé par des parents d'élèves qui m'avaient dit « Monsieur de Serran, dans votre école, nos enfants, quand ils sont arrivés, on leur a pas dit « T'es qui ? Mais comment tu t'appelles ?» Parce que si on dit « T'es qui ?», tu vas dans le groupe portugais, le groupe turc, le groupe marocain, le groupe français, etc. Vous voyez? Alors que là, ce qui les touchait, les parents, c'est vous adressez à nos enfants en donnant le prénom et il est dans la classe entièrement. Et puis, deuxième chose, exemple très marquant, Xavier Lemoine à Montfermeil croit profondément en cette distinction du pluralisme. Et ça, c'est très intéressant. Voilà, moi, c'est les premières choses que je veux dire. Je vous lance la perche. Albéric, moi, j'ai aussi une belle expérience, et je le disais dans une autre émission, c'est le fait de ne pas parler de Dieu. Monsieur le pasteur, il y a beaucoup de choses derrière le mot de Dieu, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez dans une autre émission également. Mais lors d'une rencontre dans les quartiers nord de Marseille, très intéressant. C'est chaud là-haut. Où c'est vraiment pluriculturel. Une école où il y a 60-70% de jeunes musulmans, et le reste essentiellement des chrétiens. Quand ils avaient une question, entre autres sur le Coran, c'était l'éducateur, un religieux du reste, catholique, qui répondait. Et quand il y avait une question des catholiques, c'est l'éducateur musulman qui répond.
Ça fait un peu démago, je trouve. Et à un moment donné... Non, ça fait pas trop démago, ça? Non, et à un moment donné... Alors c'était très intéressant, c'était par rapport à l'Aïd, est-ce qu'on avait le droit, est-ce qu'on n'avait pas le droit, est-ce que bon... Là, l'éducateur catholique répond, mais après ils vont voir, en plus c'était un vieux, un sage, reconnu par l'imam, ils vont voir quand même l'éducateur musulman, dire, c'est vrai ce qu'il dit, est-ce qu'on peut vraiment faire ça parce que nous on voulait le faire autrement? Je trouve que on doit à la fois, avant tout, connaître notre propre racine, d'où l'on vient, avoir une vraie colonne vertébrale, mieux comprendre. On parlait également de nos racines judéo-chrétiennes, pour pouvoir parler avec l'autre qui a d'autres racines. Alors là, je voudrais creuser un tout petit peu votre réflexion pour qu'on se comprenne bien. C'est individuellement, nous retrouvons nos propres racines et nous retrouvons qui nous sommes, et sur le terrain de la France, nous échangeons et nous faisons un pochwork. Non. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Non. Ou alors vous avez dit, la France a des racines, et à partir de ces racines, il y a une ouverture, parce que des nouvelles opportunités, parce qu'il faut le voir d'une manière positive quand même, des nouvelles opportunités se présentent et qui s'inscrivent, qui vont pas, mais qui s'inscrivent dans l'identité. Exactement. Mohamed, Rachid, Paolo, Anne-Sophie, Charles-Édouard, ils sont tous là, hein. Ils sont tous à l'école. De se dire, plus on connaît individuellement, mais aussi la société d'où l'on vient, nos racines, plus on peut parler en altérité, on n'est pas tous pareils, on ne vit pas notre prière de la même façon, on n'a pas les mêmes traditions, et c'est normal, mais rencontrer quelqu'un dans l'altérité, il y a une vraie altérité, me permet de mieux comprendre qui il est, mais aussi de mieux comprendre ma foi. Tout à fait. Monsieur Bouaoud. Eh bien, je pense qu'il y a quelque chose de très très important dans chaque être humain. C'est la recherche de soi et finalement d'appartenance, ce sentiment d'appartenir à quelque chose. Donc, on appartient finalement à beaucoup de catégories. On appartient déjà au genre humain, on appartient à une famille, on appartient à la nation, on appartient aussi à une religion, si c'est le cas, à une foi particulière, on appartient à un idéal politique, on fait partie en fait de plusieurs groupes qui s'additionnent, qui s'entrecroisent. Et puisque le sujet c'est le communautarisme, eh bien il est très très important pour moi de réfléchir sur finalement le sentiment d'appartenance à la nation qui devrait fédérer en fait toutes ces personnes, tous ces gens-là. Est-ce que il est contradictoire de se sentir à la fois français et profondément catholique, français et aussi profondément musulman et faisant partie d'une communauté de croyants, français et protestants, quelle que soit la religion? Est-ce que ce sont des choses qui sont contradictoires? Est-ce que les identités s'opposent ou est-ce qu'elles s'additionnent? Je suis très intéressé par ce que vous dites parce que je me souviens de ce devoir que nous avions lancé dans notre établissement, les précédents. C'était, pour vous, qu'est-ce que être français et être citoyen français, qu'est-ce que c'est, etc. Et il y a une mère de famille qui m'a dit, vraiment, je suis très très surpris que vous nous posiez cette question à nous. Est-ce que dans les quartiers du 16e ou dans une école catholique, vous demandez à ces élèves qu'est-ce que veut dire être français, etc. Et j'ai trouvé que c'était très, très juste. C'est-à-dire, moi ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est essayons de trouver un équilibre entre qui nous sommes et le contexte dans lequel nous sommes nés. Et qu'est-ce que nous portons de ce contexte? Anthropologie, démarche anthropologique, éveil de la personne humaine au départ, ou amour de la nation, de sa culture, qu'est-ce qu'on fait? Une question difficile, mais je crois qu'au départ de toute cette réflexion, il y a une question d'intimité. C'est un peu la redécouverte des ruptures de ce que nous appelons la faute originelle. On a perdu l'intimité avec Dieu, l'intimité avec l'autre et l'intimité avec soi-même. Bon. Et je crois que finalement la préoccupation de la plupart des hommes,
c'est d'essayer de retrouver ce chemin d'intimité, de cœur à cœur avec Dieu, quelle qu'en soit aussi la définition qu'il peut en donner. C'est une question qui donc suppose qu'on respecte ce que chacun choisit comme chemin. Et ce que chacun prend comme chemin ne doit pas empêcher aussi les autres de prendre leur propre chemin. Donc il y a effectivement un problème de pluralisme et d'unité. Mais la vraie recherche d'unité, c'est celle de la personne, c'est celle de l'homme. C'est-à-dire en lui-même, comment ne sera-t-il plus un homme en morceaux, un homme émietté, un homme écartelé. Donc comment retrouver cette unité, sinon par la redécouverte du chemin qui mène à Dieu? Alors, évidemment, il faut choisir ce chemin, ça c'est sûr. Après, dans la question du communautarisme, on peut se poser la question de savoir pourquoi un État mettrait sur un plan d'égalité, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste, je ne sais pas, toutes les religions. Est-ce que l'État ne se pose pas la question lui aussi, un peu l'application de la phrase de Chesterton, l'homme moderne est comme un voyageur qui, ayant oublié sa destination, est obligé de revenir d'où il vient pour savoir où il va. Donc il va chercher ses racines. Il y a un fait historique, c'est que la France a des racines judéo-chrétiennes. Bon. Donc, très souvent, le législateur, quand il s'agit de lui, va chercher dans les racines judéo-chrétiennes pour édicter, voter des lois. On a cherché à nous faire passer récemment d'un droit qui était plutôt un droit romain germanique à un droit anglo-saxon. Anglo-saxon. Bon, eh bien, on s'aperçoit que la façon de traiter les problèmes, y compris ceux du communautarisme, c'est donc la façon de traiter la place de l'homme dans son pays, mais la place du pays dans l'homme, dans le cœur de l'homme, ne se fait pas de la même manière selon le droit que l'on applique. Donc, là, je pense qu'il y a un champ d'investigation très large qui s'ouvre. Et il y a des manifestations extérieures de toutes ces mutations que nous observons, qui sont des manifestations, par exemple, porte-t-on le voile, faut-il manger ceci ou cela, mais ça a toujours existé. Ça a toujours existé. Dans les années 50, toutes les femmes françaises nées en France, portaient un foulard. Ça ne choquait personne, au contraire, c'était même plutôt bien vu. Bon, dans les églises, c'était le cas. On demandait aux femmes d'avoir un voile, enfin un foulard. Bon. Toutes les familles catholiques ont toujours revendiqué la possibilité de manger maigre le vendredi. Sauf Albéric qui oublie. Mais voilà, c'est ça. Donc, en soi, on a l'impression de redécouvrir des choses, de découvrir des choses tout à fait nouvelles. C'est pas si nouveau que ça. Ça existe depuis toujours, pratiquement toujours. C'est l'expression, c'est une espèce de matérialisation, une expression extérieure d'un fait d'appartenance religieuse. Voilà. Donc je pense qu'on peut en tenir compte aussi. Même aujourd'hui, ça devient un petit peu fou d'ailleurs sur le plan du régime, c'est qu'il faut quand même reconnaître que dans les années 80, il y avait une véritable campagne dans beaucoup d'établissements privés catholiques de ne plus manger de poisson parce que c'était ridicule, etc. Ces mêmes écoles aujourd'hui sont très à cheval pour respecter les véganes, le halal. Enfin, je ne vais pas lancer une pique, mais enfin, je le fais quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a marre, quoi. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on combat une respiration identitaire. Et on l'accuse de communautarisme. Et je pense que c'est là le danger. Qu'est-ce que l'on va dire à nos professeurs et à nos enfants de nos écoles pour trouver l'équilibre entre une vraie pratique de pluralisme et un retour aux sources sans que ça soit accusé d'un communautarisme? Oui, c'est une grande question aussi. On ne peut pas donner une réponse telle qu'elle. Bien sûr, il y a le facteur de tolérance, mais pour être tolérant, il faut être certain de sa propre identité. Il faut savoir d'où on parle. La question de l'identité est ancestrale. Déjà, les Grecs se demandaient connais-toi toi-même. Exactement. Shakespeare donne l'exemple avec Hamlet. Qui suis-je?
D'ailleurs, c'est la première réplique de la pièce sur le rempart d'Elsinore. Bon, mais une identité, c'est pas quelque chose acquise une fois pour toutes. L'identité... Elle évolue? Elle est en développe, enfin, se développe. Oui, elle se développe. Elle se développe. Elle n'évolue pas, dire, elle se développe. Je suis ce que je suis, non. Ça évolue, hein, c'est pas figé. Et au cours d'une vie, on change, hein, et on retranche, et on additionne. Et voilà, c'est ça que... Parce qu'on a besoin de ces repères, et on va en parler après, je pense, que les jeunes aujourd'hui, c'est ça la question, les repères, c'est si simple que ça, et si difficile que ça. Comment peut-on justement à la fois apporter à l'enfant de revenir à ses sources, de prendre connaissance de ses sources et de le restituer? Parce que c'est ça l'acquisition d'un savoir, c'est avoir la capacité de restituer quelque chose. C'est là où finalement tout se stabilise dans l'esprit et dans l'intelligence. Donc à quel moment et comment conduire pédagogiquement ce retour aux sources sans tomber dans ce caricaturisme, cette caricature que l'on donne sur une identification de communautarisme exacerbé. Là, je prendrais le terme religieux, mais l'étymologie, être relié, relire. Comment on permet aux jeunes de relire ce qu'il vit? Qu'est-ce qu'il vient de vivre? Où est-ce qu'il a été heureux? Où est-ce que ça a été sa joie ou sa difficulté? Et pourquoi? Prendre du temps. Laisser les jeunes aussi un peu à s'ennuyer. Une des grosses difficultés, même si c'est un moyen super, mais les écrans. Pouvoir fermer ça. Et leur permettre d'aller au fin fond d'eux-mêmes. Qu'est-ce que je vis? Se retrouver, Monsieur le pasteur, oui, tout à fait. C'est vraiment les aider à cela. Malheureusement, je trouve, même si on est dans une société passionnante, avec des moyens de communication, moi, je suis le premier à les utiliser, mais on s'arrête. Pas de bruit dans les oreilles, pas d'écran, on s'arrête dans la nature. Ça. Alors moi, ça m'amuse beaucoup qu'il y ait des cours de zen, des cours de... Très bien, mais ça vient d'où? Parce qu'on n'arrive plus à se retrouver et se relier à soi. Il y a un autre aussi sujet, c'est que les jeunes ont l'impression que leur communauté n'est pas respectée et qu'ils doivent défendre leur origine. Il y a comme un combat, c'est qu'aujourd'hui, le communautarisme serait plutôt un malaise, une souffrance. Nous ne sommes pas reconnus. On entend souvent ça comme argument. Alors, il y a beaucoup de cela, notamment dans le fait que, il y a un discours aussi général qui met des identités en opposition. Par exemple, il y a beaucoup eu de débats. Est-ce que l'islam, la religion musulmane, est compatible avec la République? Donc, quand on parle comme ça, automatiquement, on crée une opposition. Il y a l'islam d'un côté, la République de l'autre. Et donc, on doit se justifier, on doit se défendre. Exactement. Donc, moi, personnellement, ce que j'explique à mes enfants et à mes élèves à la mosquée, c'est qu'il est important que nous regardions finalement ce que nous avons dans notre identité commune à tous. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, sans qu'on le sache, font partie de notre identité commune. Je vais donner un exemple. On parlait tout à l'heure de législation d'origine judéo-chrétienne. Il faut savoir par exemple qu'en France, le code civil de Napoléon, il a été importé d'Égypte. C'est-à-dire Napoléon s'est inspiré massivement de ce qu'il y avait en Égypte, dans un État musulman, pour, après la fin, c'est-à-dire de l'Ancien Régime, ramener une législation qui gère un peu en fait tout ce qui est au niveau des droits individuels, du commerce, l'égalité par rapport à la loi, tous ces genres de choses qui existaient dans le monde musulman. Et ce que je leur explique par exemple, c'est que, vous voyez, la loi française, elle s'est imprégnée énormément en fait de ce que nous-mêmes nous avons comme principe religieux. Et il y a énormément de choses dans les grands principes, mais aussi dans les détails qui sont associés.
Et il n'y a pas donc d'opposition là où on veut mettre de l'opposition. Il est très important de lier les gens, de les rapprocher les uns des autres, justement en leur faisant sentir que dans leur construction, eh bien, ils vont trouver des choses qui sont aussi dans l'autre. Votre réaction? Parce qu'il y a un grand silence. Non, moi je pense c'est intéressant, là. Au dernier livre du pape, l'encyclique Fratelli Tutti, où il parle de la fraternité universelle. Et M. l'imam, vous partagez cela, et moi aussi, je ne suis pas étonné, mais je suis totalement d'accord avec vous. Qu'est-ce qui peut nous rassembler sans cacher nos différences, mais qu'est-ce qui, en nous, on parlait avant l'émission de l'entraide, on parlait du dialogue, c'est essentiel. Comment prendre conscience de cela? Et puis dans nos racines, il y a des choses, naturellement, qui viennent des mêmes racines. Au cours des frères Montgolfier. On est passé quand même, en France en tout cas, on est passé d'un théocentrisme dans l'Ancien Régime, qui était vraiment omniprésent, à une forme d'anthropocentrisme, où on a tout tourné vers l'homme, et on a évacué Dieu. C'est casse-gueule? Le divin en tout cas. C'est un peu casse-gueule, sauf que maintenant on voit un phénomène qui pourrait être jugé comme finalement un mouvement de balancier par rapport au théocentrisme qu'on a connu sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire un retour vers le religieux, alors d'une manière générale et dans chacun dans sa spécialité, si je puis dire, mais c'est un peu du même ordre, c'est-à-dire que les musulmans sont théocentriques entre eux, les catholiques le sont entre eux, les protestants sans doute aussi, enfin, et ainsi de suite. Mais c'est un mouvement qui nous est finalement assez naturel. Et le fait d'être reliés les uns aux autres et les uns et les autres à Dieu, ou en tout cas à un souci, à une transcendance, ça nous est aussi connaturel. On peut voir ça aussi, autre part, c'est, je prends cet exemple des rassemblements des journées mondiales de jeunesse, où c'est des jeunes du monde entier. C'est très intéressant. Et entre autres, en France, les Français, ils viennent un peu avec le drapeau bleu, blanc, rouge, mais ils viennent avec leur drapeau régional. Oui. Et de plus en plus. Alors, ça fait, chez un vieux de la vieille, ça fait plus de 30 ans que je dans ces rassemblements-là. Il y a 30 ans, il n'y avait pas du tout ça. Et comme si c'était une reconnaissance. Et vis-à-vis ou le Sacré-Cœur aussi, alors ça c'est toute une histoire, on voit ça là, en disant, voilà. On n'est pas reconnu par la République, mais notre région doit être reconnue, notre foi doit être reconnue, et on a les mêmes difficultés. Et lorsqu'on met Dieu de côté, encore une fois, de la sphère publique, eh bien, et surtout les jeunes, mais pas que les jeunes, l'impose. Oui. Et ça pose une difficulté, surtout là, auprès des adolescents. Alors l'identité religieuse est notre réflexe, en raison aussi d'où vous venez et quelle est votre vie personnelle et votre consécration. Mais il est très 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 important quand même de prendre en considération qu'il n'y a pas uniquement seulement le communautarisme religieux. Il peut y avoir effectivement le communautarisme territorial, le communautarisme identitaire de pays et politique, voilà, politique. Et est-ce que c'est mauvais que de temps en temps nous laissions des gens se retrouver entre eux je pense que c'est quelque chose d'important. Est-ce que nous devons ne pas permettre dans une identité de ne pas se retrouver. Vous voyez, c'est un peu dangereux. Moi, je vois bien, non loin d'ici, Aulnay-sous-Bois, nous avons de temps en temps, on voit bien des bons barbecues, et là, c'est toute la communauté de tel pays qui se trouve, et puis là, ça va être la communauté finalement religieuse de tel ou tel groupe. C'est aussi une question de langue. Les gens ont besoin de se retrouver et parler une autre langue, en l'occurrence, que le français. Hein. S'il y a des gens qui sont arabophones, ça fait du bien de parler. Hein. Si on est suédois, suédophone, etc. Hein. Et la question de langue compte énormément. Parce qu'il y a, c'est pas seulement pouvoir maîtriser une langue, mais il y a tout l'arrière-pays. Il y a l'histoire, il y a la tradition, la mémoire. Hein. Nous retrouverons justement en abordant la puissance du verbe et
et l'impact que cela peut avoir quand il commence à devenir propagande ou endoctrinement. Et ça, dans le contexte de l'adolescence, ce sera le prochain sujet qui nous rassemblera, nous 5, et nous parlerons effectivement de ce grand danger, de la menace de la radicalisation dans un contexte d'âge qui présente une véritable vulnérabilité, c'est-à-dire l'adolescence. En attendant, je vous laisse. Je vous remercie, Jules Badarani, en tant que réalisateur et producteur. Également nos 2 ingénieurs de son, Dante Ray, Nathan Cunier, chef de plateau Vincent Folbaum, et puis cadreur William Lecornu et Clément de Serran. Jules est insupportable, il me parle dans l'oreillette. Il souffre que je ne prononce pas bien son nom de famille, Badarani. Voilà, c'est fait. À très très bientôt.